Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la catastrophe de Shenzhen dans le sud de la Chine. Cela fait maintenant plus de 70 heures que le glissement de terrain a eu lieu. Les secouristes sont engagés dans une course contre la montre afin de retrouver le plus de survivants possible avant l'échéance du délai de 72 heures après une catastrophe naturelle. Après cela, les chances de retrouver des personnes vivantes s'amenuisent. Après plus de 20 heures d'opérations d'excavation et de démolition, des secouristes sont parvenus tôt dans la matinée de mercredi à extirper un survivant des décombres. Le rescapé Tian Zeming est à présent dans un état stationnaire à l'hôpital. Ce matin également, le Centre des opérations de sauvetage a donné une conférence de presse pour expliquer ses méthodes. Le site de la catastrophe est divisé en 16 zones de recherche. Des signes de vie sont encore détectés dans 4 de ces zones. La prochaine étape consiste à localiser les bâtiments ensevelis qui ont été déplacés par le glissement de terrain à l'aide de divers équipements techniques. Ils comptent ensuite retirer le toit de ces bâtiments en espérant y trouver plus de survivants. Nous suivons les ordres du Centre de coordination des opérations de sauvetage et notre priorité est clairement de sauver des vies. La chose la plus importante pour les secouristes est de localiser les bâtiments. 14 d'entre eux ont été retrouvés et marqués. Nous poursuivons l'excavation sur d'autres sites. Une fois qu'un immeuble est déterré, nous procédons à une détection et déterminons en fonction de ces résultats le plan de sauvetage à adopter. Selon le Bureau de gestion des catastrophes, mardi à 20 h, plus de 1100 personnes étaient affectées par le glissement de terrain. La plupart d'entre elles sont des migrants travaillant au sein du parc industriel. Ils ont pu être relogés temporairement. Certains sont rentrés chez eux, d'autres restés avec leurs amis et proches, voire dans des hôtels réservés par leurs entreprises. Le bureau de commandement post-catastrophe déclare que si nécessaire, ils fourniront une assistance pour acheter des billets à ceux qui désirent rentrer chez eux. Ils prennent également des mesures concernant ceux étant touchés par la perte de leur emploi. Tous les travailleurs affectés par la catastrophe, s'ils désirent rester, alors le gouvernement et les départements du travail concernés feront de leur mieux pour les accompagner et les aider à trouver un nouvel emploi. International à présent, les combats font rage entre l'armée afghane et les talibans dans la province de Helmand, où les insurgés se sont quasiment emparés d'un district stratégique. Ces derniers jours, le district de Sangin a été le théâtre de multiples batailles qui ont vu les talibans prendre le contrôle de la plupart des bâtiments officiels. Nous avons appelé et dit qu'il y avait des martyrs et des blessés à l'intérieur du bâtiment du chef de la police. Personne ne nous a aidés et personne ne les a évacués à Lashkar-Gah. Il n'y a pas de route pour envoyer du ravitaillement dans les districts de Rayaki, Musakala et Sangin. Il n'y a pas de trafic, c'est pourquoi il n'est pas possible d'évacuer les cadavres. Un responsable afghan a déclaré que la base de l'armée était le seul endroit à n'être pas tombé aux mains des talibans. Le ministère britannique de la Défense a annoncé lundi qu'il allait envoyer un petit nombre de conseillers militaires dans la province de Helmand. Sangin est tombé à plusieurs reprises aux mains des talibans, depuis le retrait des troupes britanniques de la province de Helmand en 2010. Les combats de ces 6 derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les forces afghanes et internationales. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a accusé la Russie d'avoir délibérément lancé une attaque aérienne contre des groupes d'opposition modérés en Syrie. Il a formulé cette remarque lors d'une conférence organisée par son parti politique. Il a déclaré que les actions de la Russie n'affectaient pas l'organisation État islamique, mais ne faisaient qu'affaiblir l'opposition syrienne modérée. Nous condamnons fermement l'attaque aérienne lancée par l'aviation militaire russe dans la région syrienne d'Idlib et qui a eu lieu dimanche dernier. Les Russes ont même visé le bureau du maire et des zones résidentielles pendant l'attaque. Selon le rapport initial, au moins 40 personnes ont été tuées et 35 autres ont été blessées au cours de l'attaque aérienne. Mais selon des responsables de l'opposition, environ 200 personnes ont perdu la vie à cause du raid aérien russe. Dans sa déclaration, M. Davutoglu a dit que la Russie a jusqu'à présent procédé à des bombardements plus de 4000 fois. Cependant, 90% d'entre eux ont visé des groupes modérés d'opposition en Syrie. Moscou a, à plusieurs reprises, nié avoir lancé des attaques aériennes contre l'opposition modérée, qualifiant ces accusations de calomnie pure. Dans le même temps, la Russie a sans cesse accusé la Turquie d'être impliquée dans la contrebande de pétrole avec l'organisation État islamique.
Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis qu'un bombardier russe a été abattu par l'armée turque le mois dernier. La Russie a imposé des sanctions à la Turquie après cet incident, tandis qu'Ankara envisage à présent d'adopter des contre-mesures. Diplomatie toujours, la Chine et l'Irak ont convenu de mettre en place un partenariat stratégique à l'occasion de la visite en Chine du Premier ministre irakien Haider al-Abadi. Le président chinois Xi Jinping a rencontré Haider al-Abadi à Beijing ce mardi. Le président a déclaré que les deux pays devraient saisir cette opportunité pour développer leurs relations. Il a exprimé son soutien à l'Irak pour les efforts que le pays fournit afin de maintenir sa souveraineté nationale, son indépendance et son intégrité territoriale. Il a ajouté que la Chine est en faveur des mesures irakiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité nationale et que le pays était prêt à coopérer dans ce domaine. L'initiative Une ceinture, une route sera également l'occasion de renforcer la coordination stratégique de la Chine avec l'Irak. Le président Xi a souligné qu'elle serait susceptible d'aider l'Irak à se reconstruire dans des domaines clés tels que l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. Les entreprises chinoises seront d'ailleurs encouragées à se joindre à l'initiative et à investir dans de grands projets en Irak. La Chine tient à collaborer pleinement afin de restaurer la paix et la stabilité régionale. Al-Abadi a accueilli les engagements de Xi Jinping avec beaucoup d'enthousiasme et a déclaré que sa visite avait justement pour but de développer les liens et échanges entre les deux peuples. L'Irak accueillera à bras ouverts les entreprises et les investissements chinois. Il a précisé que le pays leur apporterait toute la protection nécessaire. Une réunion a eu lieu à Séoul mardi après-midi, marquant ainsi le début des discussions visant à résoudre les différends maritimes entre la Chine et la Corée du Sud. Il s'agit là du fruit de décennies d'efforts. La Chine et la Corée du Sud ne connaissent pas de différends territoriaux. De ce que nous savons, ces pourparlers pourraient impliquer des parties en mer de Chine orientale. Mais cela concernera principalement la zone économique exclusive ainsi qu'une étendue continentale. Représentée par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, cette étape constitue le plus haut niveau du dialogue bilatéral frontalier maritime en des décennies. Il apportera des directives claires pour les actions et la coopération entre les pays et servira aussi de bon exemple pour résoudre les différends maritimes en Asie de l'Est. D'autres questions pourront se voir également impliquées, telles que le développement des ressources et la recherche scientifique marine. Donc ces pourparlers ont de grandes chances d'impliquer les questions de démarcation et de coopération. Les discussions pourraient également résoudre les différends liés à la pêche entre les deux pays et améliorer la stabilité à l'avenir en mer de Chine orientale. Il y a aujourd'hui environ 200 démarcations maritimes et plus de 90% sont le résultat de discussions bilatérales, soit une pratique commune. Normalement, les discussions comme celle-ci peuvent durer plusieurs années. Dans ce cas, cela montre que la Chine et la Corée du Sud ont choisi de résoudre les différends par le biais de la pratique commune internationale. C'est avec notre rubrique Le monde de l'économie que commence cette seconde partie d'édition. La Chine va améliorer la gestion et l'environnement urbain afin de rendre ses villes plus vivables. Ceci selon un communiqué publié mardi à l'issue de la conférence centrale de travail urbaine. Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang ont posé lors de la réunion les jalons du développement urbain. Le communiqué indique que la Chine entend compléter d'ici l'année 2020 la rénovation en cours des bidonvilles urbains, des zones sous-développées des villes et des logements délabrés. Il précise que la Chine va accentuer la montée en gamme des agglomérations de l'Est du pays et développer une nouvelle série d'agglomérations et de villes régionales importantes dans les régions du centre et de l'ouest. Il fait également de la sécurité la priorité du développement et de la gestion des zones urbaines. La conférence centrale de travail urbaine d'une durée de 2 jours a été organisée en parallèle de la conférence centrale de travail économique. C'est la deuxième fois que le Parti communiste chinois organise cette conférence, dont la première édition s'est tenue il y a 37 ans. La réduction des surcapacités industrielles est l'un des objectifs décidés lors de cette conférence de travail économique par le gouvernement chinois pour l'année 2016. Cette année en Chine, la consommation d'acier devrait diminuer pour la première fois depuis 10 ans, avec un recul de 4,8% à 668 millions de tonnes. La chute des cours de l'acier pèse également sur ceux du minerai de fer. Le minerai de fer importé s'échange à moins de 40 $ la tonne. La faute aux surcapacités industrielles.
Des dizaines d'usines ont été arrêtées et leur capacité est d'environ 60 millions de tonnes. Je pense que de nouvelles usines vont à l'avenir devoir fermer car nous n'avons pas besoin de telles capacités de production. Il va cette année se produire une transition conséquente dans le secteur manufacturier. Le secteur chinois du charbon est également en surcapacité. En 2015, la consommation de charbon est en effet inférieure à celle de 2013. Les analystes expliquent que les surcapacités industrielles et une croissance moins intensive en énergie ont assombri les perspectives du secteur du charbon. Le secteur chinois du charbon fait face à une demande faible et à des stocks en hausse. À cette date, les stocks de charbon dépassent les 300 millions de tonnes, niveau historique. La chute des cours du charbon a également placé l'activité des entreprises du secteur face à des difficultés. L'échelle des pertes dans le secteur du charbon a atteint les 80%. La réduction des surcapacités est un processus dont les effets vont se faire sentir pendant longtemps. Les finances des gouvernements locaux et l'emploi vont en pâtir. Mais c'est un mal nécessaire pour parvenir à une croissance plus saine. Voici à présent les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai, les actions a clôturé à 3805,92 points, en baisse de 0,43%, et l'indice des actions B a clôturé à 432,43 points, en hausse de 0,31%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 2459,52 points, soit une baisse de 1,21%. L'indice des actions B a clôturé à 1343 en hausse de 0,51%. Quant à la bourse de Tokyo, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je vous laisse les découvrir sur l'écran. Nous enchaînons tout de suite avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Un peu d'évasion maintenant. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver où la température tourne autour de 20 degrés. Nous vous emmenons tout de suite au 16e carnaval de Hainan, un événement annuel qui ouvre sa saison hivernale. Était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises. Le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourist. Yay! We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to can visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族人。 Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud
permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île. Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农家肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yexian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们一年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng. Les habitants de Hainan trouveront le thé Yexian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. Et nous terminons en musique et avec de la bonne musique, car son album s'est placé en tête des ventes. La chanteuse britannique Adele est devenue une icône de la scène musicale. 2015 a été un bon cru pour les ventes de musique et l'année s'est terminée en beauté grâce à la chanteuse britannique Adele. Son album intitulé 25 a battu le record de vente en une semaine aux États-Unis. Aujourd'hui, nous présentons Apple Music, le prochain chapitre de la musique, et je sais que vous allez l'adorer. Il va changer pour toujours la manière dont vous vivez la musique. Alors que la musique en ligne est devenue un élément incontournable sur le secteur de la musique, Adele a choisi de ne pas mettre en ligne son album complet. Cette stratégie vise à pousser le consommateur à acheter le disque dès maintenant et à ainsi multiplier le nombre d'albums vendus. La chanteuse britannique fait partie d'un cercle de plus en plus nombreux d'artistes s'impliquant dans la manière dont leurs œuvres sont vendues. La chanteuse américaine Taylor Swift avait bloqué la sortie de son album en 1989 sur Apple Music qui offrait 3 mois d'essai gratuit à ses souscripteurs. Taylor Swift expliquait que la gratuité faisait que les compositeurs, producteurs et musiciens n'allaient rien toucher sur les écoutes de leurs chansons. Apple Music s'est alors décidé à revoir sa politique et à rémunérer les artistes. Apple plonge dans la bataille pour l'exclusivité des contenus aux côtés des autres géants de la musique en ligne, Spotify, Pandora et QQ Music. Le chiffre d'affaires de la musique en ligne continue d'augmenter à l'échelle mondiale. Il s'est établi à 7 milliards de dollars en 2014 et la musique en ligne est en bonne voie de dépasser en part de marché les formats physiques, CD ou vinyle. Il existe certains styles qui n'ont jamais réellement cessé de mettre de la musique sur des cassettes. Je pense aux artistes de noise, de métal et d'hindou qui ont toujours continué avec les cassettes. Mais il y a eu un retour des cassettes dans d'autres styles. Les gens veulent une alternative au numérique. Le numérique c'est facile, mais les cassettes vous ramènent à l'époque où la musique était plutôt un objet tangible.
C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellent titre de programme sur CCTV français.